Et dans ce miroir, je vois quelqu'un dont la vie a été détruite, je vois quelqu'un qui ne pourra peut-être jamais retravailler, jamais retrouver l'amour, et j'ai très peur en fait à ce moment-là. Alors mon accident, c'était le 12 février 2013, j'avais 16 ans, j'étais en classe de première au lycée. C'était le carnaval organisé par ce lycée et on avait donc avec ma meilleure amie fait un costume de mouton complètement à la main sur du jean, on était venu poser du scotch double face, des boules de coton. La journée s'est passée tout à fait normalement jusqu'à la fin de celle-ci où je rentre en bus chez moi. Je m'arrête juste en bas de ma rue pour fumer une dernière cigarette avec une amie et c'est à ce moment-là que ma vie bascule puisque mon costume entier va prendre feu sur moi. Donc on imagine que c'est la cendre incandescente de la cigarette qui est venue frôler le coton. Tout s'est enflammé d'un coup en une fraction de seconde. Mon premier réflexe a été de me lever, de courir. Le bon réflexe, ça aurait été de me rouler par terre. C'est une chose que j'ai essayé de faire aussi. Tout est allé très très vite jusqu'à ce qu'une dame sorte de chez elle, m'entende crier en fait dans la rue avec mon amie. Elle a arrosé les restes du costume. Ce qui est assez perturbant ou pas avec le 12 février, c'est que j'ai jamais perdu connaissance. Tout le long de cet accident, je me répète de rester en vie. Je me dis qu'il ne faut pas que je tombe dans les pommes, il faut que je reste là, présente. Et donc je me souviens de tout ce qui s'est passé, de l'arrivée des pompiers jusqu'à ce qu'ils m'allongent dans leur camion avec ce masque qui se pose sur mon visage. Et je me suis donc réveillée 3 mois plus tard d'un coma artificiel. Quand on prend feu, la douleur, elle est assez difficile à expliquer parce que le cerveau humain déjà est bien fait, il est fait pour qu'on oublie cette douleur et j'ai envie de dire heureusement. En fait, la douleur monte très très vite, c'est intense d'un coup. On comprend pas ce qui se passe, puis d'un coup, il y a un mélange d'adrénaline, cette volonté en fait de rester en vie, donc c'est un peu comme si le cerveau se met sur off. En même temps, physiologiquement, ce qui se passe, il y a l'inhalation de la fumée qui fait que j'arrive plus à crier. Je sens mon corps entier prendre feu et à la fois, quand on est brûlé aussi profondément, donc là jusqu'au 3e degré, en fait les terminaisons nerveuses sont aussi touchées, ce qui fait que ça réduit aussi la sensation de douleur. Quand j'arrive à l'hôpital, je suis plongée immédiatement dans un coma artificiel. Chez un grand brûlé, normalement un coma dure à peu près un mois et demi. Mon coma personnellement a duré 3 mois parce que j'ai eu beaucoup de complications, des fièvres à 43 degrés qui ont failli me coûter la vie. Ce pronostic vital est resté engagé pendant 3 mois. Mes parents ne savaient pas si j'allais vivre ou mourir tout simplement. Ce coma, c'est vraiment une alternance entre deux réalités. Notre réalité, celle où mes parents viennent me voir à l'hôpital, et une autre réalité qui est plutôt de l'ordre du rêve, du cauchemar, d'une autre vie. Quand je me réveille, qu'on m'annonce que je suis brûlée, c'est pas une surprise. Encore une fois, je me rappelle de tout ce qui s'est passé ce 12 février. Par contre, j'ai pas du tout la notion du temps. J'ai pas l'impression d'avoir dormi, entre guillemets, pendant 3 mois. Pour autant, en plus, je me rappelle de mes parents qui rentraient dans la chambre d'hôpital et je les entendais mettre la télé, j'entendais la musique qui tournait dans ma chambre. Je comprends qu'il se passe des choses parce que j'ai une trachéotomie, je peux pas parler, je suis intubée de partout, mais je peux pas lever le bras, je suis vraiment prisonnière de mon corps à ce moment-là. Et je prends conscience réellement de ce qui s'est passé et de la gravité de ce qui s'est passé quand je peux enfin me voir dans un miroir. Le miroir, c'est la première chose, je crois, que j'ai demandé au service médical quand j'ai pu parler, quand j'ai pu essayer de me faire comprendre. Je vois bien que dans les yeux de mes proches, dans les yeux de mes parents, il y a de la terreur. Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont autant traumatisés alors que je me souviens vraiment de ce qui s'est passé. Et quand on me tend enfin ce miroir quelques semaines après, l'attente a été très longue, j'étais suivie psychologiquement, psychiatriquement. On me donne le miroir au moment où on pense que je suis prête. Et je crois qu'en réalité, on n'est jamais vraiment prêt à ce qu'on va voir à ce moment-là, parce que dans ce miroir, je vois à quel point ma vie a changé, je vois à quel point elle ne sera plus jamais comme avant. Et dans ce miroir, je vois quelqu'un dont la vie a été détruite, je vois quelqu'un qui ne pourra peut-être jamais retravailler, jamais retrouver l'amour. Et j'ai très peur, en fait, à ce moment-là. Quand je me vois crâne rasé, bandé de partout, la peau terne, je suis passée de 48 kilos, qui était mon poids de forme à 16 ans, à 33 kilos, j'ai plus de forme, j'ai plus de poitrine, je suis hyper amaigrie. J'ai même pas encore vu mes cicatrices puisqu'elles sont bandées. Je me dis, waouh, là, c'est bon, ça s'arrête là pour moi, c'est pas grave, je vais rester chez moi, enfermée, et puis je ne vais plus jamais sortir, et je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Une des choses qui a été le plus dur, finalement, avec cet accident, je crois que c'est le deuil de soi. C'est le deuil de celle que j'ai été, le deuil de celle que je pensais devenir, le deuil de celle que j'aurais dû devenir. Ça m'arrive encore souvent de me demander d'ailleurs ce que serait ma vie si j'avais pas eu cet accident. Et quand on s'est connu avant l'accident, c'est là où il y a une faille qui est très fine parce que, en plus d'accepter ce qui nous est arrivé, on doit faire le deuil de notre peau d'avant, on doit faire le deuil de notre visage d'avant, on doit faire le deuil de l'insouciance qu'on avait avant, et ça rajoute quelque chose qui est encore plus douloureux. Le plus dur restait pour moi dans les yeux de mes parents, et j'avais une culpabilité qui était immense à l'idée d'avoir un peu détruit ma famille, parce que quand il y a un accident comme ça qui survient, on parle beaucoup de la victime qui est centrale autour de ce combat, mais on parle très peu des accompagnants. Et quand j'ai réalisé que les accompagnants, mes proches souffraient autant que moi, voire plus que moi,
C'est là que ça s'est joué en fait. Je suis restée à l'hôpital pendant quasiment 6 mois. J'ai fait ma rééducation là-bas avec des kinés, il faut retravailler les cicatrices. Le grand brûlé doit porter aussi des vêtements compressifs parce que la brûlure est une cicatrice hypertrophique, donc ça veut dire que c'est une cicatrice qui gonfle, qui peut se rétracter aussi. Donc on essaie de venir aplatir la cicatrice pour des aspects de motricité, pour des aspects esthétiques notamment. D'abord on survit aux flammes, on survit au coma, on sort de ce pronostic vital qui est engagé. Et puis en fait, là où on pense que ça pourrait être terminé, il y a tout l'après. Et l'après est immense parce que la rééducation est immense. Ça, plus sortir de l'hôpital et confronter pour la première fois le regard des gens. Sortir de ce cocon quelque part hospitalier où les gens savent ce que sont des grands brûlés. Sortir dans la rue et réaliser que les gens ne savent pas. J'ai 1000 souvenirs où je me dis que ma vie elle a changé et si je dois être 100% honnête, ça m'arrive encore aujourd'hui. Parce que je me rappelle constamment que je suis brûlée dans les yeux des gens. J'ai envie de parler, je sais pas, de ma première boîte de nuit où j'avais 17 ans, où je me dis que ça va être super et où je rencontre des garçons qui me disent que vu ma peau et vu mes cheveux, ça sera pas possible. C'est retourner au lycée, avoir envie de réavoir un copain, de retrouver l'amour et c'est entendre ces garçons te dire que si t'avais pas été brûlée, Julie, quand même, ça aurait été plus facile. La chose qui n'est jamais revenue, c'est l'insouciance. C'est croire que la vie me veut tout le temps du bien. Les séquelles maintenant plutôt physiques dans la vie quotidienne sur mon corps, c'est l'exposition au soleil. Ne plus pouvoir s'exposer au soleil comme tout le monde, devoir se surprotéger du soleil parce qu'un grand brûlé est plus sujet au cancer de la peau. Maintenant, j'estime que personnellement, dans mon accident, j'ai eu énormément de chance par rapport à ce qui m'est arrivé, parce que j'ai pu conserver quasiment toute ma motricité. C'est une chance qui est énorme et qui n'appartient pas à tous les grands brûlés. Dans le parcours d'un grand brûlé, il peut y avoir cette envie de retourner à la vie sociale, de retrouver un travail, une vie professionnelle. Et quand on reconfronte ce milieu professionnel, on confronte aussi une autre réalité qui est celle de la discrimination professionnelle. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans le luxe avant mon accident. J'ai très vite compris que si je voulais bosser pour une grande marque de luxe, même en point de vente, ils opteront difficilement pour un grand brûlé, parce qu'il n'y a pas de handicap physique qui est reconnu. Quand j'ai vu l'incendie qui s'est passé à Crans-Montana, il y a plusieurs choses qui se passent en moi. La première chose, c'est évidemment une scène d'horreur. La deuxième chose qui se passe, c'est forcément, je sais pas, j'ai un frisson en fait qui me parcourt le corps par une certaine similitude, parce qu'ils ont 15, 16 ans, 17 ans, parce que c'est un moment festif, comme le carnaval de mon côté, où on ne soupçonne pas que la vie puisse être aussi dramatique. On ne soupçonne pas l'accident en fait à ce moment-là. Et c'est ce qui le rend encore plus difficile à accepter. Et la troisième chose qui me traverse, c'est la colère, parce qu'on n'apprend pas de nos erreurs. On sait que ces bougies incandescentes, ces feux de Bengale, ils sont hyper dangereux. Les dangers étaient réels, on le savait, et ça n'a pas empêché l'accident. Et c'est ça en fait qui me traverse aussi, c'est cette colère autour du manque de responsabilité parfois autour des accidents de brûlure en fait. Pour les grands brûlés qui se réveilleront du coma après Crans-Montana, j'ai écrit une lettre du coup sur mes réseaux sociaux que j'ai appelée Lettre aux grands brûlés. Et je crois qu'elle réunit au final ce que j'avais besoin d'entendre quand personnellement je me suis réveillée du coma et que j'avais pas de modèle de représentation. Cette lettre globalement elle dit que ça passera, pas parce que tout redeviendra comme avant, mais parce que l'après existe et que dans cet après il y aura encore de l'amour, de la joie, de la place et de l'espoir. Tout ne s'arrête pas à cet accident. J'ai presque une vie normale quelque part. J'ai retrouvé l'amour, c'était ma plus grosse crainte. Je vais me marier à la fin de l'année. J'ai acheté une maison, j'ai un travail que j'aime, j'ai des proches qui m'aiment. Je sais qu'aujourd'hui je suis heureuse, je peux le dire, et je suis en paix.